Miarahaba ny rehetra, tonga soa eto amin'ity podcast ity izay resahana momba ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny assise régionale et nationale inclusive. Ka ny vahinintsika eo anatin'izany dia Dr Mamy Rabonardzone izay consultant international en facilitation de processus sady membre ny conseil d'administration ny ONG Ivorary. Miarahaba Dr Mamy Rabonardzone. Faly miarahaba anao, misaotra no nanasa amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe loatra ity resaka assise ity, nataontsika hoe concertation nationale ity. Noho ilay zavatra nitranga teto Madagasikara dia faly miatrika amin'ireto mpizaranareo zany ny ataontsika hoe quelques réflexions amin'ity assise ity. D'accord. Raha ny tokony ho izy moa dia ataontsika sarotsika tokoa ny hanao anazy amin'ny fiteny malagasy fa maro ny terme teknika izay ho ampiasaintsika ao anatin'ny famelabelarana ka hivadika amin'ny fiteny frantsay avy hatrany isika raha mety. Misaotra tokoa. Donc, première question, pourquoi justement, quelle est la nécessité de tenir ces assises régionales et nationales inclusives? Très bien. On vient de vivre un événement majeur pour l'histoire de Madagascar, le 25 septembre 2025. Et c'était tellement important qu'il y avait une prise de conscience générale de la population qu'il faudrait mener maintenant des changements en profondeur. Et c'est pour ça qu'on va parler c'est pour ça peut-être que les dirigeants actuels parlent de refondation de Madagascar, c'est-à-dire qu'il faudrait revoir beaucoup de choses sur le pays, sur le fonctionnement du pays, sur l'état d'esprit des acteurs, etc. Et pour nous, donc à Ivorary, on considère que justement les assises régionales et nationales peuvent constituer, je dirais, un événement majeur, pour ne pas dire un acte important pour marquer une opportunité pour marquer justement cette volonté de vouloir changer en profondeur la situation de tous les systèmes à Madagascar. Voilà. Mais dans l'urgence de la situation, n'est-ce pas chronophage et onéreux d'organiser cela? Oui, je suis toujours gêné par rapport justement aux ateliers, aux assises, aux réunions, etc., puisque c'est mon métier. Je suis donc facilitateur comme vous avez dit tout à l'heure, je suis facilitateur de processus, facilitateur d'ateliers. Et au contraire, c'est du temps gagné, c'est-à-dire qu'on va court-circuiter un processus normal d'apprentissage par des ateliers à court terme, à des durées très déterminées. Et c'est pour ça que les assises sont vraiment un élément clé justement pour ne pas perdre encore plus de temps en faisant n'importe quoi par la suite en fait. Donc vous avez posé la question pourquoi les assises? Il y a trois manières de répondre à ça en fait. Soit on répond par parce que, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que il y a des problèmes à résoudre. C'est ça le parce que. Et la deuxième façon de répondre à ça également, c'est afin de. En fait, pour quel résultat on fait ces assises? C'est pour trouver des solutions, j'espère, cette fois-ci, des solutions concrètes, mais aussi à en finir avec ces problèmes récurrents. Et enfin, pour la dernière façon de leur répondre, c'est de dire pourquoi les assises? C'est justement pour que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur les solutions, sur les problématiques qui causent justement ces crises après crises. Parce que si on ne fait pas ces assises plus tard, c'est certain que de nouvelles crises vont arriver plus tard. Et nous connaissons l'histoire de Madagascar. On a connu donc au moins 5 grandes crises et sinon 6 crises majeures. Pour quel résultat? On a fait des assises, il y avait des crises, il y avait des régimes de transition, il y a un retour, entre guillemets, à la normale, et 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, recrise. Et ainsi de suite, transition, retour à la normale, crise, ainsi de suite. Et le plus grave, c'est que plus on s'enlise dans ce cercle vicieux de crise, l'appauvrissement de Madagascar s'aggrave. Et ça a été démontré
par des chiffres et par l'histoire, en fait. Donc, l'importance, cette fois-ci, donc, des assises qui sont bien menées, respectant, disons, les règles de l'art en la matière, avec des méthodologies précises, etc., en fait. C'est pour ça qu'il est très important de faire ces assises. Voilà. Alors, dans ce cas, quels seraient je dirais, les inputs de ces assises-là? D'abord, ça répond un peu à la question parce que, du moins à la réponse parce que. D'abord, il faut bien comprendre, je dirais, il faut bien comprendre les problématiques de Madagascar. Et là, on parlerait, je dirais, de trop, c'est trop. Il y a trop de problèmes à Madagascar, on a listé quelques éléments là, trop de misère, trop de souffrance, trop de besoins non satisfaits, besoins vitaux. Et c'est ça qui a déclenché ici. C'est les besoins des jeunes aides avec l'électricité, l'eau. Il y a trop de corruption, il y a trop de... Et si on regarde la situation de Madagascar, donc il y a trop en fait. Et avec ça, en conséquence, il y a également trop de mauvaises décisions qui sont prises, trop d'incompétence dans les prises des décisions, et ainsi de suite. Et tout ça entraîne à la fin crise après crise, et le cercle vicieux des crises. Et ça, c'est le premier point. Donc, les assises vont nous permettre de bien comprendre. Et c'est ça les enjeux, par exemple, pour les assises, comment on appelle ça, régionales. Parce que les problèmes, c'est au niveau de la base. Quand je dis régional, y compris la région de Tana, du centre, c'est-à-dire à la base, c'est là-bas que les gens vivent leurs difficultés, leurs crises, la pauvreté. Un point qui me tient particulièrement à cœur, le problème de travail des enfants. Ça, c'est vraiment 47% en 2024, 47% des enfants de 5 à 17 ans ne vont plus à l'école, travaillent. Ça veut dire donc que dans 10 à 15 ans, ces enfants-là seront la force de travail de Madagascar. Ça veut dire plus la pauvreté actuelle, plus les gens qui ont des difficultés actuellement, qui n'ont pas les niveaux adéquats. Dans 15 ans, ça va être pire, donc ça va être plus 45%. Ça va être plus les difficultés actuelles. Ça veut dire donc qu'on sera à 70% de malgaches, si ça continue comme ça, en fait. Quel avenir, quelle possibilité de développement avec une telle masse, avec une telle force de travail qui a des difficultés, qui ne comprend pas, etc. en fait. C'est tout ça en fait qu'on va voir au niveau de la base, au niveau des consultations régionales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure que les grandes problématiques sont bien traitées, sont bien comprises et sont bien partagées par les parties prenantes au niveau régional. Ça, c'est au niveau national, régional. Après, donc, ça, c'est des inputs, justement, des assises nationales. La plus grande difficulté actuelle, c'est que on a tendance à confondre dialogue politique et assises nationales de concertation. Le dialogue politique, c'est un des éléments des assises, mais ce n'est pas l'unique process que nous devons considérer pour vraiment revoir en profondeur les problèmes de Madagascar. Donc là, on va parler de les inputs avec les problématiques. Ça également, c'est une autre approche de revoir les choses. Les problèmes, c'est à la base. C'est mon problème au quotidien. C'est mon problème quand j'ai pas l'électricité, quand j'ai pas d'eau. C'est le problème de tout le monde à la base, en fait. Et c'est en fonction des problèmes à la base que nous devons définir ensemble, au niveau national, les défis à relever, ce qu'on appelle donc les défis stratégiques à relever. Okay ? Une fois qu'on a ces défis, on va réfléchir maintenant sur comment mettre en œuvre ces défis-là. Et c'est là qu'on va parler donc des axes stratégiques et surtout des organisations qui vont permettre de traiter ces défis-là. C'est un peu ça l'objet de l'assise nationale que nous allons faire, en fait. Et un peu plus concrètement, à quoi est-ce que ces assises-là vont-elles contribuer ?
clair, pour, en tout cas, théoriquement, puisque nous sommes encore en théorie actuellement, théoriquement, c'est justement grâce à cette inclusivité, grâce à la participation de toutes les parties prenantes. Je dis toujours, en septembre 2025, avant 25 septembre 2025, l'adversaire était identifiable, était clair. Okay, c'est le parti au pouvoir actuellement. Mais maintenant, après le 25 septembre 2025, on ne sait plus qui est contre qui, quels sont les enjeux des uns et des autres, quels sont les objectifs des uns et des autres. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Donc les assises vont nous permettre de fédérer tous ces acteurs-là, de réfléchir ensemble et de développer donc ensemble avec tous ces parties prenantes l'avenir commun de Madagascar. Qu'est-ce qu'on cherche pour Madagascar en fait? Ça c'est vraiment actuellement donc le pouvoir en place a mis en place un gouvernement, un Premier ministre et un gouvernement. Nous, à la société civile, on était clairs sur ce point de vue-là. Nous avons dit qu'il vaut mieux attendre les résultats des assises, puisque un des résultats attendus des assises, c'est de proposer un Premier ministre et les termes de référence donc des membres du gouvernement, y compris les profils attendus, etc. etc. Mais, compte tenu, après la rencontre avec le président de Michael, il a dit qu'il y avait des urgences à traiter. Et c'est normal, effectivement. Il y a les salaires des fonctionnaires à traiter, il y a les problèmes, mais il y a surtout les mesures conservatoires, parce qu'il peut y avoir des abus, justement, compte tenu des situations des situations qui ne sont pas claires. Beaucoup d'abus risquent de se faire au niveau de l'administration publique. Et donc, il a fallu prendre très très vite les mesures conservatoires et bien entendu de se rapprocher également des partenaires techniques et financiers très vite par rapport à ça. Mais nous, en tout cas moi personnellement, je considère que ce gouvernement n'est que pour l'instant, c'est le gouvernement d'urgence pour traiter les affaires courantes, mais également de ne pas arrêter la machine administrative. Voilà. Mais l'objectif des assises, c'est justement de proposer le gouvernement de la transition. Okay, c'est ça donc l'objectif, un des résultats attendus des assises. C'est-à-dire parce que ce n'est qu'après ces assises que nous allons connaître quels sont les défis stratégiques de Madagascar et quelles sont les organisations adéquates pour mener ces défis-là. Est-ce que les membres du gouvernement actuel peuvent être reconduits pour ces assises-là? Peut-être. Il se peut qu'il y a des éléments de ce gouvernement qui ont les profils et la compétence nécessaire pour mener les défis. Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de défis. Le seul défi qu'on a parlé ici, c'est le défi politique. Le défi politique n'est qu'un seul défi. Nous avons les défis économiques, défis sociaux, défis culturels qu'il faudrait revoir, tous les problèmes de mentalité qu'il faudrait revoir à Madagascar. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que les membres de ce gouvernement répondent? Sinon, ils doivent partir. Ils devraient partir. En tout cas, nous avons posé la question au président Michael par rapport à ça. Et je l'affirme, puisque j'ai entendu, j'étais là, j'étais présent, c'est pas confidentiel, je suppose, qu'il a dit que si les assises disent que je devrais partir, il a dit je pars. Okay? Autrement dit donc, est-ce que mon profil correspondrait aux attentes disons, des institutions de cette transition-là, en fait. Donc c'est un peu ça l'idée de ces assises. Parce que sinon, on risque de vraiment perdre encore une fois cette occasion, des occasions historiques pour vraiment faire changer et pour changer le courbe définitivement de développement de Madagascar. Voilà. Et justement, comment garantir l'inclusivité donc dans ces assises régionales et nationales? Ça, c'est le premier défi. C'est-à-dire, qui vont assister aux assises? Il est clair que les assises, compte tenu de l'aspect organisationnel des assises, il est clair qu'on ne peut pas faire des assises de 10 000 personnes. En malgache, on dit l'oparendasi. Les assises ne sont pas des loparendasi. Okay? Des assises, l'oparendasi, c'est comme faisait un peu le président Rajol quand il a demandé aux gens quels sont vos problèmes.
c'est pas comme ça qu'on fait les assises, parce qu'on n'aura pas le temps de faire ça. Là, donc, le véritable défi majeur, hein, c'est de s'assurer que les représentants des différentes parties prenantes, aussi bien politiques, de la majorité actuelle, de l'opposition, que les sociétés civiles qui n'ont pas toujours les mêmes points de vue sur la façon de gérer, de diriger l'État, de la décentralisation. Il y a des gens qui vont parler de fédéralisme, il y a d'autres qui vont parler de régions autonomes, il y a d'autres qui vont parler de centralisation, etc. C'est comment donc, c'est ça le véritable défi. Il y a des idées quand même, il y a ce qu'on appelle Transparency International, à ce qu'ils appellent les piliers d'intégrité. Donc on peut avoir ces représentants des piliers d'intégrité qui vont assister, mais ce qui serait intéressant, et c'est ça qu'on va essayer de pousser chez les différentes parties prenantes, de commencer déjà leurs premières assises à leur niveau. C'est-à-dire, par exemple, que je dis n'importe quoi, nous avons par exemple les associations cultuelles, peut-être eux, ils vont commencer à dire qu'est-ce que vous en pensez, qui seront les délégations là-bas, quelles sont les idées que nous allons apporter dans ces assises. C'est ça qu'il faut. Les partis politiques, il est clair que, je rappelle encore, on va voir tout à l'heure, que les partis politiques n'est qu'une petite partie des acteurs de ces assises. Okay, même s'ils ont des voix prépondérantes, malheureusement ou heureusement, ce n'est qu'une petite partie des acteurs, parties prenantes. Et c'est pour ça que le dialogue ne devait pas être uniquement un dialogue politique, encore une fois, mais une assise inclusive de toutes les parties prenantes. Okay, donc, il est clair donc, qu'il faut encourager les différentes parties prenantes de s'organiser, de proposer des membres de délégation, etc., pour assister à ces assises-là. Il y a une équipe qui devait être mise en place pour le choix de ces parties prenantes-là, en fait. Il y aura certainement des gens qui seront déçus, parce qu'ils ne seront pas invités, entre guillemets, ou qui seront... Parce que, s'ils ne sont pas invités, ça veut dire qu'au moins ces gens-là, ils auront leurs représentants dans ces assises. Ça, par contre, il faut s'en assurer. Okay, que les gens, leurs représentants, les gens savent que il y a un tel qui peut avoir les mêmes idées que moi, ou encore qui est issu de même parti politique que moi, ou encore qui sont issus de même société civile, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le défi organisationnel. D'accord. Donc si j'ai bien compris, toutes ces parties prenantes-là vont avoir leurs propres idéologies, leurs idéaux, leurs attentes. Est-ce que cela va donner lieu à des compromis? Comment ça va se passer? Merci pour cette question. Là, c'est vraiment l'assise. Notre objectif, c'est de ne pas chercher des compromis. Notre objectif, c'est de chercher des consensus. Okay, et c'est vraiment l'état d'esprit, en tout cas notre proposition, c'est l'état d'esprit que nous souhaitons développer dans ces assises-là. En tout cas, c'est les propositions de la société civile que je parle. Hein. Parce que pour l'instant, on n'est pas organisateur de ces assises. Mais que ce soit véritablement, les gens, quand ils vont rentrer dans ces assises, ça sera « je suis un tel, issu de tel parti politique, de team », je dis. Hein. Moi, je suis issu de la société civile, Ivraj. Moi, je suis issu du secteur privé, j'aime. C'est comme ça leur statut dans leur invitation. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur des assises, ils deviennent des citoyens malagasy qui veulent faire sortir ce pays de la difficulté et de la difficulté permanente actuelle. Okay, donc c'est cet état d'esprit-là que nous devrons développer dans ces assises. Comme Barea, comme l'équipe de football, quand on fait dans la sélection, il y a les équipes Intel contre l'équipe Intel, mais une fois, quand on va on va aller dans un match international, Barea, c'est d'abord un esprit d'équipe. Et c'est comme ça qu'on devrait développer pour pouvoir vraiment changer les choses en profondeur. Donc, on met de côté ça également, c'est une norme qui va être développée. On n'est pas là pour faire des règlements de compte, on est là pour solutionner, on est là pour trouver ensemble, pour croire à la synergie des Malgaches. Et moi, je crois très fortement que les Malgaches, vraiment, on peut avoir une intelligence collective
qu'on devrait pour faire sortir ce pays de cette difficulté, en fait. Voilà. Précédemment, vous avez déjà développé quelques résultats attendus donc, de ces assises-là. Oui. Donc, est-ce que vous pourrez développer donc, en gros tous les rendus donc, de ces assises? Et surtout que les gens soient d'accord sur ces résultats-là. Donc nos propositions à nous pour ces assises, donc, c'est d'abord se mettre d'accord sur les problématiques de fond, à la base, au niveau des régions, et également écouter leurs propositions sur les solutionnements de ces problématiques-là. Ça, c'est ce qui est attendu des assises régionales, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Maintenant, on ne va pas non plus aller, puisque le temps, c'est notre ressource rare pendant ces assises, c'est le temps justement. On peut avoir que de temps très limité pour faire ces assises régionales, mais également des assises nationales. Donc, il y aura donc déjà des gens qui vont travailler pour préparer, présenter quelques problématiques. Okay. Il y a tellement d'études qui ont été faites, il y a tellement de choses qui ont été faites, comment capitaliser ces choses-là, et puis essayer de présenter, écouter les problématiques soulevées par les gens au niveau de la base, et puis les cadrer éventuellement par les résultats des études, ajuster les résultats des études, ou encore carrément casser les résultats des études pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps en fait. Une fois qu'on a ça c'est les inputs, comme je disais tout à l'heure, des assises nationales. Maintenant, dans les assises nationales, la première chose à faire, c'est de définir, après avoir vu ces problématiques-là, l'analyse des causes. Quelles sont les grandes causes de ces problèmes-là qui vont nous permettre de bâtir ensemble ce qu'on appelle la vision de la refondation de Madagascar. Pas la vision des assises, mais vision dans 60 ans, dans 30 ans, quel Madagascar on veut avoir. OK ? Et puis ensemble, on va définir, moi je veux un Madagascar qui est vert, un Madagascar... Bon, chacun va exprimer. Très vite, en très peu de temps, on va arrêter on va prendre les idées. Maintenant, nous avons de la chance. Nous avons la technologie que nous n'avons pas auparavant. Donc, on va utiliser toutes ces technologies-là pour pouvoir formuler rapidement une vision partagée. Une fois qu'on a cette vision-là, on définit quels sont les axes, les défis stratégiques pour les problématiques soulevées en fait. On va limiter ces défis stratégiques. On va limiter à maximum, nous on a proposé 11 défis stratégiques. Pourquoi 11 ? Pour l'image de football. Okay, on a 11 buts à marquer, si vous voulez. 11 buts à marquer pendant la transition, pendant le régime de transition. Cette fois-ci, c'est un défi stratégique pour la transition et non pas pour la refondation de Madagascar. Il y a 11 défis stratégiques. Les plus faciles à comprendre pour les gens comme but à marquer, c'est tout le monde parle de changement de constitution. Moi, je ne sais pas encore si on va changer de constitution ou pas, en fait. Mais les gens disent que pour eux, la refondation, il faut vraiment revoir la constitution de Madagascar. Il faut mettre en place un nouveau système électoral. Pendant la transition, il faut mettre en œuvre une élection, etc., etc. Ça, c'est un des axes stratégiques parmi les 11. Un des axes, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des Malgaches. Électricité, eau, mais les autres même pour se nourrir, etc. Il y a des besoins fondamentaux qu'il faut réfléchir là-dessus. Troisième axe, il faut comment s'assurer qu'il y a des croissances économiques immédiates, rapides pour Madagascar, etc., etc. Et il y a des axes de réflexion sur les problèmes de mieux vivre ensemble à Madagascar. J'espère qu'il n'y aura plus de Ambuntanan, Abantana, il n'y aura plus de Karan, Agas, qu'il n'y aura plus de Côtier, Merne. Tous ces problèmes-là, il faut que nous apprenions à mieux vivre ensemble, en harmonie, et non pas en éternel en belligérance, je m'excuse, mais presque à se donner des coups de poing. Je veux dire par là, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut qu'il y ait des meilleures répartitions de richesses. C'est tous ces défis-là qu'il faudrait définir. Et l'axe suivant, c'est qu'une fois qu'on a défini les 11 défis, on va définir
les 11 ministères, contrairement à la logique actuelle, où on a 29 ministères. Pourquoi faire? On ne sait pas. Là, le défi est clair. C'est dire, y compris donc le dialogue politique, un ministère pour assurer justement le système politique à Madagascar, un ministère pour s'assurer du développement économique, etc., etc. Voilà. Enfin, on va définir également comme output les termes de référence de chacun de ces ministères. Okay? Tel ministère va s'occuper de, voilà le terme de référence, proposer, si on va arriver, ce qu'on appelle des feuilles de route de chaque ministère. Une fois validé, la semaine après, il y a proposition de personnes qui vont occuper ces ministères-là. Par rapport, donc les gens doivent proposer des schémas, des feuilles de route par rapport à ça. Et c'est un peu ça, en fait, les enjeux attendus. Voilà. C'est très clair. Et puis, vous avez fait une analogie donc, par rapport au football, au développement des barrières, etc. Vous avez parlé des défis aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu aussi des différents acteurs donc, concernés? Oui, des assises, peut-être dans la philosophie, en tout cas ce que nous attendons de ces assises-là, c'est vraiment un outil de mobilisation, plus qu'un outil de règlement de conflits. Okay? C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on va là pour ensemble gagner, que Madagascar gagne en fait. Et comme l'esprit de Barea, à chaque fois donc les Barea, vous avez vu l'événement autour des Barea dans tous les sports, pas uniquement en football, mais nous on prend le foot pour essayer de faire être facile. Quand vous parlez donc de Madagascar, c'est comme le foot. Il n'y a pas que le stade Barea. Madagascar est représenté par le stade Barea. Il y a des gens qui entretiennent ce stade, qui construisent ce stade, qui gardent ce stade, qui assurent le gardiennage, qui assurent la sécurité dans ce stade. Ça, c'est déjà un des, je m'excuse du terme, écosystèmes du football, en fait. Okay? Qui sont ces gens-là? Ensuite, vous avez les partis politiques qui sont les équipes qui vont faire les sélections. Vous avez le sélectionneur. Okay, le sélectionneur, c'est qui? C'est le président Michael. Et le conseil qui s'appelle le conseil présidentiel, que peut-être qu'il serait opportun d'ouvrir ce conseil présidentiel en conseil militaro-civil, c'est-à-dire 4 militaires, un président, 4 militaires et 4 civils. C'est eux les sélectionneurs qui vont sélectionner les premiers ministres, etc. Et il y a bien entendu la sélection régionale avec les autorités locales, parce que c'est ça le changement qu'il faut faire, une véritable décentralisation. Et avec la sélection nationale, ce sont les 11 joueurs sur le terrain, avec 11 objectifs clairs, 11 buts à marquer en fait, c'est ça le jeu. Et autour, vous avez bien entendu, il y a les centres de formation qui sont les universitaires, etc. Vous avez également les sponsors, qui sont le secteur privé, les acteurs économiques, les partenaires de développement, avec qui on a besoin pour lancer rapidement le développement de Madagascar. Ça, c'est avant. Maintenant, pendant le match, vous avez la tribune officielle, qui sont les sages, les Rayamandjin, les anciens présidents, les députés, etc., qui sont les sages. Et en face, le plus important, ce sont le 12e joueur, qui sont ce qu'on appelle les supporters. Okay? Là, vous avez les sociétés civiles, les Gen Z, les organisations culturelles, traditionnelles, etc., qui sont des supporters, mais qui peuvent être également des gens qui vont siffler et qui vont huer si des joueurs sont mauvais, en fait. Et vous avez encore, d'un côté, les journalistes et les commentateurs sportifs qui vont suivre l'évolution du match. Et enfin, vous avez un élément important qui est l'arbitrage national, international. Ça, c'est le HCC, c'est les CSM pour les magistrats. Vous avez des arbitres, ce qu'on appelle les organes de régulation, au cas où il y a des dépassements, il y a des dérives. Maintenant, la bonne question, qui sont les adversaires? C'est ça. Les adversaires, c'est
c'est tous ces gens-là. C'est même écosystème, en fait. Et c'est pour ça que les assises doivent intégrer toutes ces parties prenantes. Parce que les termes de référence, ce n'est pas uniquement pour le gouvernement de transition, mais également pour chacune de ces entités qui forment les acteurs de développement et les acteurs nationaux, en fait. Voilà. Après, petite réflexion aussi, pour terminer, quels seraient donc les défis qui se poseraient à la tenue de ces assises même? Il y a plusieurs défis, en fait. La crédibilité, d'abord, des assises. Ça, c'est le premier défi. Est-ce que les assises vont être perçues par les Malgaches, d'abord, qui sont un peu déçus? Je suis clair là-dessus, sur l'évolution des choses. Ils ont l'impression qu'on a, comment on appelle ça, on a un peu galvaudé leur événement. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient des idées claires pour voir, pour vraiment des espoirs. Ils avaient plein d'espoirs, mais compte tenu des événements, des choses qui avancent, qui se font actuellement, toujours des systèmes de nomination qui manquent de transparence, des systèmes politiques, etc., avec des ministères, les mêmes ministères. Comment voulez-vous changer des choses avec exactement les mêmes structures? Voilà, il faut donc revoir toutes les façons de faire, façons de travailler, etc. Ça, c'est le premier. Donc, est-ce que les assises vont permettre justement de solutionner cette perception, cette crise de confiance, parce qu'il y a une crise de confiance de la part de la population, en fait. Et ça, donc, c'est vraiment l'enjeu principal. Et si les gens n'ont pas confiance, ils se résignent. C'est la résignation paralysante. Ils se résignent. Et à un certain moment, ça va être plus tard des règlements de compte, et puis ainsi de suite, le cercle vicieux, en fait, de crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est crédibilité auprès de la population, mais également auprès de la communauté internationale. Si la communauté internationale, s'il n'y a que l'UEA, l'Union africaine, qui a condamné directement la situation actuelle, les autres sont en observation. Parce qu'ils ont vu effectivement donc, que le système d'avant n'était pas un bon système. Okay? En tout cas, ce n'était pas un bon système. Peut-être dans les structures, dans les textes, peut-être il y a des choses qui sont pas mal, mais je dis encore une fois, moi, par exemple, c'est ça, par contre, c'est un message que j'adresse à la communauté internationale. Je prends un cas réel. Le système, on parle de système de l'égalité à Madagascar, on parle d'état de droit. S'il y avait un état de droit à Madagascar, pourquoi à Madagascar il n'y avait pas de condamnation pour le sieur Mam Ravatmang, alors qu'à Maurice, il y a, vous avez vu, tout le monde connaît l'histoire à Maurice. Ça veut dire tout simplement que le système à Madagascar, les droits à Madagascar et les acteurs à Madagascar sont, entre guillemets, n'est pas capable pour l'instant n'est capable d'attaquer ce genre de problématique. Et surtout, n'est pas capable, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà le résultat. Autrement dit, donc, la légalité à Madagascar est une égalité des riches et des puissants, et non pas une égalité véritablement démocratique. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre partage. Est-ce que vous avez un dernier message, donc, avant de clôturer ce podcast? Oui, pour moi, c'est vraiment occasion unique, ces assises. Peu importe le nom qu'on va donner à ça, que ce soit une assise nationale ou que ce soit une concertation, mais il faut que ce soit une réunion inclusive où on va inclure toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, ce n'est pas uniquement les parties prenantes de l'opposant et de la majorité, mais également toutes les parties prenantes, la société civile, les journalistes, tous les acteurs, les représentants de l'administration, les magistrats. Toutes ces parties prenantes-là devraient discuter ensemble, bien entendu, de la population. Parce que c'était vraiment des moments qui ne vont pas revenir souvent, en fait. Et c'est là, si on rate ça,
pour moi, on est parti faire un enlisement de la pauvreté. Okay. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ou peut-être, dans un premier temps, un petit espoir, lueur d'espoir, mais je ne crois pas parce que nous avons tellement vécu des histoires à Madagascar, 5 crises politiques, 6 crises politiques, peut-être on va réinventer le monde, le 6e. Mais comment voulez-vous changer avoir un espoir comme ça si on ne change pas la manière de faire et de travailler? Voilà. D'accord, merci beaucoup, Dr Mamra Bounarzoun, pour ce partage et surtout pour cette exhortation donc, à organiser ces assises régionales et nationales inclusives. Merci à vous. Merci.